Voilà, donc voir l'impermanence comme une amie, hein, c'est le thème de la soirée. Et pourquoi je vous ai proposé ce thème-là? Vous allez voir que c'est très en lien avec la méditation. C'est parce que d'abord dans l'enseignement du Bouddha, c'est absolument capital. L'impermanence, la méditation sur l'impermanence, c'est vraiment considéré comme un des plus grands enseignements, en fait, des plus fondamentaux de toute la sagesse bouddhiste. Et l'impermanence et la réflexion sur la mort aussi. Donc, euh, donc il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. Et euh, l'impermanence qui dit que en fait tout est en changement continuel, en état de flux continuel, hein, et que rien n'est jamais, rien n'a une existence autonome, stable et un peu comme solide et immuable en quelque sorte, mais tout est le fruit finalement d'une interdépendance complète, euh, et en perpétuel changement, hein, comme les vagues de l'océan par exemple. Et alors pourquoi c'est si important? Hein, c'est parce que si on regarde là, très concrètement, hein, on va pas faire de la grande philosophie abstraite, concrètement, si on regarde dans notre fonctionnement, eh bien, on a tous quand même en général, plus ou moins, disons, une sorte de désir plus ou moins inconscient que les choses restent stables. Et surtout quand on a réussi à construire quelque chose qui, bon, voilà, qui fonctionne à peu près. On a notre vie, on a nos références, les référents, les points d'appui de notre vie, hein, voilà. Et on n'a pas tellement envie, en général, que ça change. Hein. Et la preuve, c'est que quand ça change, surtout si ça change un peu brusquement, un changement de travail, un changement dans les relations, un changement dans la santé, et bien souvent, c'est vécu comme vraiment traumatisant, quoi, traumatisant. Voilà. Regardez dans les facteurs traumatisants, bah, c'est souvent les changements, hein, séparation, déménagement, etc. Donc, classé, je veux dire classé comme traumatisant par la psychologie. Et donc, voilà. Et alors pourquoi? Hein, c'est parce que si vous regardez comment on a l'habitude de fonctionner, hein, je dis dans le mode habituel, c'est que on a des insatisfactions, des frustrations, des envies, etc. Et on va créer un plan pour se sécuriser, pour être satisfait, pour être sécurisé. On va essayer de créer un plan rationnel en quelque sorte pour nous sécuriser. Voilà. Et ça, c'est à cause de ça, ça crée quelque part, si vous voulez, ça formate le futur sous forme d'un schéma mental. Et du coup, évidemment, après, si le futur n'obéit pas à ce schéma mental, eh bien, on se sent trahi, on se sent mal, enfin, on a l'impression qu'on n'a pas de chance, etc. Et, et, et donc, si vous voulez, souvent, à cause de ça, l'impermanence est vécue comme une menace. Voilà, comme une menace, d'autant plus menaçante qu'elle est inévitable. La mort aussi est inévitable. Donc, quelque part, on sait que les choses vont changer de toute façon, mais on ne sait pas quand ni comment. Donc, on est un peu sur une planche qui flotte un peu branlante. Là, on n'est pas du tout dans du terrain stable, vous voyez. Hein. Et j'avais un lama qui disait, chercher à se sécuriser, c'est ça là même l'insécurité. Hein. Chercher à se sécuriser, c'est justement cela même est l'insécurité. C'est-à-dire que comme on cherche perpétuellement à se sécuriser, bah, ça veut dire qu'on n'y est jamais en fait. Hein. On est toujours à de nouveau essayer de contrôler, de planifier pour que l'impermanence ne fasse pas de mal. Bon, voilà, donc ça c'est un peu l'aspect ordinaire. Et donc, comme je vous dis, en général, l'impermanence est plutôt vécue comme une menace. Et c'est pour ça que mon titre, voir l'impermanence comme une amie, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire finalement, et comme proposition. Et je voudrais maintenant vous dire ce que j'entends par là et ce que ça peut nous apporter. Euh, le grand point clé de, pas seulement du bouddhisme, hein, mais de toutes les sagesses spirituelles, c'est qu'il existe une sécurité fondamentale, indépendante de l'impermanence. C'est-à-dire qu'on va rechercher une vraie sécurité, hein, et pas une sécurisation qui est toujours menacée par la moindre impermanence. Voilà, on va vers ça. Hein. Alors c'est peut-être un objectif lointain, mais quelque part c'est quand même vers ça qu'on va. Et, euh, et alors comment on fait? Hein, comment
à quoi ça correspond, cette fameuse sécurité fondamentale, hein, qui serait indépendante effectivement du changement. C'est que, c'est en deux temps, si vous voulez, c'est en deux temps. Le premier temps, c'est de réaliser que l'impermanence, c'est quand même l'éclosion continuelle de nouvelles possibilités. Hein, l'impermanence, vous pouvez la voir comme une perte, mais vous pouvez le voir aussi comme une éclosion. Et ça, on le fait pas très souvent. Hein. S'il y a quelque chose qui cesse, eh ben, c'est quelque chose va émerger. Quelque chose d'autre va émerger. Et donc, le voir plus comme l'invitation du printemps à venir, plutôt que comme la mauvaise nouvelle de l'hiver qui arrive. Vous voyez, c'est voilà, c'est toujours là une question de façon de voir. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'aspect de, si vous voulez, de trouver une paix intérieure et un équilibre intérieur dans l'ici et le maintenant. C'est-à-dire, on ne va pas chercher une paix intérieure construite, hein, fabriquée. On va chercher une paix intérieure dans l'être même de l'ici, au cœur de l'ici et du maintenant. Pas du tout dans une sécurisation future. Et je pense que c'est ce que le Christ, dans l'Évangile, quand il dit « Je vous donne ma paix », non pas comme le monde la donne, je vous la donne. Hein, et c'est-à-dire que c'est pas la paix du monde, parce que la paix du monde, bah, c'est juste, voilà, le monde est en paix, donc on est tranquille, quoi, en quelque sorte. Mais moi, à tout moment, ça peut évidemment, quelque chose peut briser cette paix. Hein. Alors que la paix du Christ, elle est, voilà, elle est juste éternelle, elle est juste transcendante. Et voilà, à mon avis, c'est que, enfin, pour moi, tel que je l'interprète, c'est vraiment analogue. Hein. Et cette paix intérieure, la vraie paix, donc la vraie paix, on va la trouver dans l'ici et le maintenant, dans justement dans l'expérience de la véritable expérience de la méditation, si vous voulez, où votre esprit est totalement en paix, quel que soit voilà, sans aucun rapport avec les circonstances. Vous voyez. Donc là, on va vraiment, et ça, on va évidemment on le pratique à chaque méditation. Hein, c'est ce qu'on pratique de toute façon. Je sais pas si vous avez ressenti, peut-être quelquefois, quand vous venez les mardis ou les mercredis, s'il y a des semaines où vous êtes émotionnellement perturbé ou troublé ou attristé par quelque chose, et quelquefois, moi, hop, au moment de la méditation, on s'aperçoit que finalement tout se pose et que finalement on tombe dans une paix, on arrive dans une paix en fait. Et quelque part, en tout cas momentanément, eh bien on est libre en quelque sorte de cette insécurité ou de ces émotions. Donc c'est possible, en tout cas, ne serait-ce que pendant un moment, c'est possible. Hein. Ça veut dire qu'on a touché du doigt quelque chose. Donc ça, c'est important. Hein. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Parce que si je vous dis, ah ben voilà, vous pouvez trouver la paix intérieure, même s'il y a beaucoup d'impermanence autour de vous, vous allez me dire, oui, d'accord, je peux toujours me mettre dans un coin et puis essayer de méditer, et puis je me sentirai peut-être bien pendant un quart d'heure. Mais après, ben, il va bien falloir que j'affronte les situations, les gens, les bouleversements, l'incertitude, etc. Donc quelque part, c'est pas suffisant comme réponse. C'est une première étape, hein, mais il y a autre chose à voir. Trouver une paix intérieure ici et maintenant, ça c'est vraiment la première clé. Mais la deuxième clé, c'est que quand vous trouvez cette paix intérieure, vous trouvez aussi, vous placez dans un état de conscience qui n'est plus l'état de conscience rationnel, calculateur, qui fomente des plans sans arrêt. Vous êtes dans un état de conscience limpide, hein, et, euh, et là, non seulement il y a la paix qui vient, la paix vient, mais pas seulement. Il y a aussi une sorte de confiance dans le déroulement de l'action. C'est-à-dire qu'il va y avoir une confiance dans le fait que, quelque part, instant après instant, vous allez savoir gérer. Et ça, on peut le voir, hein, ça nous arrive tout le temps. Vous arrivez, par exemple, il y a une grève qui se déclenche, qui désorganise tout, il y a je ne sais quoi, enfin des choses genre ou le Covid ou autre chose. Et puis à un moment, vous pouvez plus donc prévoir à long terme et ainsi de suite. Et vous êtes bien obligé de glisser dans un état de conscience où finalement vous allez gérer instant après instant. Hein. Et puis bon ben voilà, et vous vous placez sur un autre registre. Vous voyez, on pourrait dire le registre intuitif, si on veut, faute de mots peut-être meilleurs. Et,
alors le Dalai Lama, lui, il a une façon assez simple de le dire. Il dit, quand on est en phase de bouleversement ou de choses difficiles, on a d'autant plus besoin d'être en paix intérieure pour garder le discernement qui nous permettra de traiter la situation beaucoup plus clairement. Voilà, c'est une autre façon de le dire, peut-être plus simple à la limite, et qui est très bonne aussi. Et donc, vous voyez, ça donne, il y a paix intérieure, mais il y a confiance qu'on va naviguer dans le changement, hein. Et finalement, à ce moment-là, c'est beaucoup plus exaltant d'être dans une phase de changement que dans une phase, si vous voulez, de figé, en quelque sorte. D'ailleurs, ça, on le voit, parce que souvent, dans les périodes bouleversées, il se passe humainement des choses extraordinaires, hein, qui ne se passent pas forcément du tout quand tout est calme et bien rangé, hein, à la Suisse, si vous voulez, hein. Euh, et par exemple, moi, bon, je prends un exemple qui me vient à l'esprit que je cite jamais, hein, je crois que j'ai jamais cité ça avant. C'est sur le plateau du Larzac. Moi, je suis arrivé, j'ai connu un petit peu l'histoire de la lutte du Larzac, les camps militaires et tout. C'était à la fin. Et, euh, et si vous voulez, les gens, à cause de cette espèce de bouleversement, ils voulaient faire un camp militaire, donc les paysans ont essayé de les empêcher, etc. Et ça a créé une effervescence inimaginable et une quantité de liens, de projets, au niveau de belles choses humaines, hein, d'aventures humaines, sans commune mesure avec la petite vie paysanne, voilà, qu'ils avaient avant, avec leurs habitudes, et puis chacun chez soi. Donc voilà, c'est juste un exemple qui me vient comme ça, mais il y en a des milliers d'exemples comme ça, hein, qui prouvent que finalement, quelquefois, il faut déranger un bloc solide pour que la vie, voilà, puisse foisonner, vous voyez. Mais à condition d'être dans un état qui permet de l'assumer, de le vivre. Parce que si vous le vivez comme une menace et que vous êtes complètement affolé, bah là, si vous voulez, bah oui, c'est plus douloureux, quoi, automatiquement, hein. Mais, on dit toujours que le chaos, par exemple, est beaucoup plus riche de potentialité que l'harmonie, hein, voilà. Donc, bon, en même temps, il faut des deux, bien sûr, mais c'est ça le thème. Voilà, donc c'est ça, hein. Je voulais simplement vous dire, on pourrait parler une semaine entière sur l'impermanence, hein. Dans le bouddhisme, il y a des enseignements à foison. Mais moi, je veux rester dans du très, très concret, très pratique, hein, très, très utile, hein. C'est dire que simplement, pour résumer, donc, dans l'état ordinaire de conscience, on voit plutôt l'impermanence comme une menace, parce qu'on veut protéger, contrôler, sécuriser, hein, et on n'aime pas que les choses changent. Et inversement, eh bien, par la méditation, on peut déjà trouver une paix intérieure, même dans l'impermanence, ce qui fait qu'on a moins besoin d'en avoir peur. Mais en plus, on la voit comme l'éclosion de possibilités nouvelles, sans cesse, et cette capacité, si vous voulez, à naviguer, euh, je dirais, sur un mode intuitif, on pourrait dire à naviguer à vue un petit peu, plutôt que de naviguer, voilà, plutôt que d'être dans un système parfaitement rectiligne, quoi. Mhm. Voilà, donc c'est ça. Mais alors bon, ça nécessite donc un travail d'ancrage dans l'instant présent et de se mettre en contact avec cette sagesse intuitive. Alors, vous savez, je vous avais parlé beaucoup à une époque de Lundrup. Hein, Lundrup, pour ceux qui ont fait des stages d'été, ce mot de Lundrup, qui est un mot de Dzogchen, hein, vraiment très important, qui est l'accomplissement spontané. C'est-à-dire le fait que quand on est en contact avec la source, eh bien, quelque part, on sent que l'activité va se déployer d'elle-même, et même si on ne sait pas du tout ce qui va arriver, on a une confiance complète que voilà, qu'on est en harmonie avec ce qui est. Vous voyez, on est dans le flow, quoi. On est dans le flow et voilà, et ça va juste se produire, hein. Et, et ça, c'est très beau. Ce Lone Group, c'est vraiment très beau parce que là, on est porté, parce que ça donne une confiance incroyable, vous voyez, parce que si on n'a pas ça, à ce moment, on devient comme quelqu'un de très peureux, si vous voyez, qui dit, ah, pourvu qu'il n'arrive pas ci, pourvu qu'il n'arrive pas ça. Et bon, on n'a pas envie d'être comme ça, hein. On est quand même plus grand que ça. On sent bien qu'on est appelé à être plus grand que d'avoir peur, hein. Et donc, voilà. Et si on arrive à se connecter à ce Lone Group, on sent bien à ce moment-là que, je vous dis, on peut avoir confiance qu'on va piloter, même
au cœur de l'incertitude. Alors bien sûr, c'est très facile à dire, hein, tout ça, surtout quand tout va bien. Je suis bien conscient, encore une fois, que je vous dis ça, mais il y a eu des moments de ma vie, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, où bon, c'était pas du tout évident de le faire, hein, mais il n'empêche que même dans ces moments que j'ai traversés, là, ces dernières années, enfin, depuis que j'ai quitté RICPA, c'est vrai que c'était quand même des immenses changements, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. Et, euh, et même dans les périodes où c'était difficile, ces changements, eh bien, je sentais qu'ils allaient m'emmener quelque part. Et je trouvais finalement que c'était mieux que de vivre une vie prévisible et sans, voilà, sans aucune, enfin oui, prévisible et toute tracée, quoi. Donc voilà. Oui, confiance dans le processus, quoi. Alors après, il y a une autre façon de le dire encore, c'est la façon de Constance Iverellum, vous savez, ce médecin des soins palliatifs elle, qui parle beaucoup de la chenille et du papillon, hein, et qui dit, bon ben voilà, la mort de la chenille, c'est l'envol du papillon, donc il faut bien, l'impermanence et la mort sont nos meilleurs amis, en fait, puisque justement, ils vont permettre que la chenille meure et que le papillon éclose. Voilà, c'est encore une autre façon de le dire, hein, et, et elle dit, dans toute impermanence, il y a un cadeau. Voilà, il y a un cadeau, et c'est quelque chose qu'on a à vivre, en fait, qu'on a à vivre. Qu'on a à vivre. Elle, ce qu'elle dit souvent, c'est il faut changer notre regard. C'est notre regard sur la situation qui crée le fait que la situation est vécue comme négative ou comme fructueuse. Vous voyez, c'est notre regard. Et, euh, et voilà, donc ça c'est encore un éclairage. Vous voyez, j'essaye de tourner un petit peu autour de l'idée avec plusieurs exemples comme ça. Et voilà, donc on va dire bienvenue à l'impermanence. On a intérêt à lui dire bienvenue puisqu'elle est là de toute façon. Et, euh, et la voir comme une amie, hein. Et même cette phrase, vous pourrez y réfléchir de temps en temps. Tiens, voir l'impermanence comme une amie. De temps en temps, ça fait du bien de l'entendre, cette phrase. Vous voyez, quand on... Alors, avant qu'on fasse la méditation, il y a quand même juste une minute, dernière minute à dire, c'est qu'il y a un danger dans ce que je raconte. Et le danger, c'est d'interpréter en disant, bah oui, alors d'accord, il a dit qu'il fallait que quand l'impermanence c'était super, que quand les choses changent c'est super, et donc voilà, bon bah donc laissons les choses changer n'importe comment, voilà, enfin n'essayons surtout pas de maintenir quoi que ce soit, laissons-nous flotter comme un bout de bois sur l'océan, hein. Et ça, c'est aussi une vue erronée. Dans le bouddhisme, hein, c'est dit que c'est une vue erronée, c'est ce qu'ils appellent le nihilisme, si vous voulez, dans le langage technique bouddhiste. Et c'est parce que, si vous voulez, si tout est impermanent, ça veut dire que tout apparaît à cause de causes et de conditions, d'interdépendance. Et donc, il faut prendre soin de cette interdépendance. C'est-à-dire qu'à tout moment, rien, si vous voulez, à cause de l'impermanence, rien n'est jamais acquis. Et donc, tout est sans cesse à protéger, à prendre soin. Par exemple, quand on a un enfant, ben, on sait bien que rien n'est jamais acquis, surtout quand l'enfant est jeune. Ben, on sait que voilà, il va bien aujourd'hui, mais il faut vraiment prendre soin pour que tout aille bien. Hein, on sent bien que c'est pas une situation définitive. Ou quand on s'occupe de quelqu'un de malade, etc. Mais en fait, toute la vie est comme ça, hein, toute la vie est comme ça. Et le fait de dire, ben voilà, puisque tout est impermanent, on va vraiment prendre soin des situations, prendre soin de cette interdépendance pour que tout soit le mieux. Ouais, prendre soin, voilà, tout simplement, hein, c'est le mot. Mais avec aussi une connaissance que même si on prend soin, eh bien les choses évoluent. Et elles évoluent quelquefois hors de notre contrôle. Hein, et ça donne une éthique qui est vraiment le cœur de l'éthique bouddhiste, hein. Le cœur de l'éthique bouddhiste, c'est prendre soin et lâcher prise. C'est vraiment les deux. Prendre soin et en même temps lâcher prise, avec de l'espace, autrement dit. Prendre soin en étant spacieux. Et moi je dis, est-ce qu'on rêverait, par exemple, est-ce qu'on rêve pas d'avoir un parent ou d'avoir un compagnon ou une compagne ou ou enfin d'avoir un ami, hein, qui soit à la fois, qui prenne soin et qui en même temps laisse de l'espace. C'est vraiment la meilleure des relations. C'est vraiment le bonheur, ça. Hein, prendre soin et voilà, en même temps, laisser être, quoi. Et c'est très beau, hein, ces deux principes-là. Ils paraissent un peu quelquefois oxymoriques comme ça. Ils paraissent quelquefois antagonistes, hein, parce qu'on a tellement l'habitude dans notre société de voir soit des gens qui prennent soin, mais avec
en étouffant, quoi, avec le contrôle, l'inquiétude, etc. Ils prennent soin de vous, mais bon, vous allez leur dire, bon, partez un peu plus loin. Ou inversement, des gens qui s'en fichent complètement et qui négligent les autres et qui font n'importe quoi. Et oui, il y a souvent ces deux tendances-là opposées, hein, et en fait, là, c'est quelque chose qui va ensemble. Vous voyez, c'est prendre soin et en même temps avec de l'espace, quoi. C'est ça, on pourrait dire, le message. Bien, écoutez, ceci étant dit, on va passer à la méditation, hein. Donc, je vous laisse vous installer. On va faire notre roue avant, là, comme d'habitude, si j'ose dire, même s'il ne faut pas prendre d'habitude à cause de l'impermanence, mais tant pis. Euh, et donc, voilà, je me lève, hein, et puis on va le faire. Pour ceux qui ont envie de faire cet étirement qu'on appelle la roue avant, les autres, vous pouvez simplement vous lever un petit peu et prendre un peu d'espace comme ça pendant un petit instant, hein. Donc, on prend conscience du bout de nos doigts, du bout de nos 10 doigts, hein. On va étirer le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, ouvrir un peu les mains, fléchir légèrement, et on va étirer, étirer. Le nez et les doigts nous emmènent vers le haut. Ils nous étirent. En fait, c'est les doigts, le nez qui nous étirent, qui nous étirent. Voilà. On relâche et de nouveau, les doigts s'étirent, s'orientent et montent vers le haut, puis avance, 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 avance. Et on reste bien dans nos doigts et on a un bel étirement où on a retrouvé notre énergie vitale. Voilà. Bien, et on va donc maintenant commencer notre enseignement, notre méditation, pardon. Donc asseyez-vous confortablement, une posture à la fois, si possible, assez droite, si c'est possible dans votre situation, mais en même temps complètement détendu, hein, complètement abandonné, relâché. Et puis on va prendre conscience justement de cette posture, hein. On va sentir les points de contact du corps avec le siège et le sol, donc la plante des pieds, les cuisses, les fessiers, le dos peut-être en appui aussi. Hein, sentez bien les points de contact, la sensation peut-être de pression ou de chaleur ou autre. Et nous allons imaginer que nous portons deux grosses valises dans les mains. Dans la main gauche, il y a toute la valise des affaires du passé, tous les souvenirs, les regrets, les culpabilités, tout ce qui nous rattache quelque part au passé, hein, et on va mentalement lâcher cette valise, la laisser se poser sur le sol. Et puis dans dans la main de droite, on a la grosse valise du futur avec plein d'affaires. Et toutes ces affaires, ce sont les pensées du futur, les soucis, les préoccupations, les projets, les affaires en cours, toutes les choses qu'il ne faut pas oublier, qu'il va falloir faire, et ainsi de suite.
peut-être aussi des peurs au contraire de l'excitation par rapport au futur. Et ça, on va donc le poser aussi sur le sol. Et ces deux valises du passé et du futur sont posées, elles ne nous encombrent plus, et on se retrouve très léger finalement, très dépouillé. C'est un peu comme nu en fait. On est comme nu, on est disponible. C'est comme si on était au bord d'une piscine, on avait enlevé tous nos vêtements, on était prêt à plonger dans la piscine un jour d'été. Et donc on va maintenant goûter, comme si on plongeait dans la piscine de l'instant présent. Et bien là, on va goûter cet instant présent tel qu'il s'offre à nous, tel qu'il nous est donné. Pas tel qu'on y pense, mais tel qu'il nous est donné. Et ici et maintenant, qu'est-ce qui nous est donné? Le souffle qui va et vient. Le souffle va et vient. Si vous vous sentez endormi, ouvrez davantage les yeux. Peut-être prenez les yeux mi-clos ou même complètement ouverts. Et conscience du souffle qui va et vient. Et puis conscience de nos deux pieds. Conscience de nos deux pieds comme des simples sensations. Les sensations corporelles sont de simples sensations qui flottent dans l'espace de la conscience. Sensation des pieds, des chevilles, des jambes, des genoux, des cuisses, de tout le bassin, tout le bassin. Sensation du bas du dos. Sensation du ventre qui se gonfle et se dégonfle doucement au rythme du souffle. Sensation de la poitrine, toute la poitrine. Sensation de tout le dos. Tout le dos. Les épaules, sentez les épaules. Les bras. Les coudes. Les avant-bras. Les poignets.
les deux mains. Les deux mains peuvent être posées sur les cuisses ou les genoux. Le cou, le menton, toute la bouche, les joues, les oreilles, le nez, les deux yeux, les deux yeux, le front, les tempes, l'arrière de la tête, toute la tête, toute la tête. Toute la tête, tout le tronc et les membres supérieurs, tout le bassin et les membres inférieurs, tout le corps, bercé par les vagues du souffle. Toutes les sensations corporelles flottent comme de simples signaux dans un grand espace. On les laisse être sans chercher à en identifier la, à les nommer, à les cataloguer. Et on va se centrer sur le souffle, ce souffle qui va et vient. Si vous sentez que vous endormez un petit peu, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous détendre dans cette paix, dans cette tranquillité. En même temps, si vous gardez les yeux ouverts, ça vous permettra d'être dans une attitude détendue mais plus éveillée. Et sentez que lorsque vous êtes tranquillement attentif au souffle, à chaque expiration, il y a une proposition qui vous est faite, qui vous est offerte, de laisser tout dans son état naturel, sans rien manipuler, sans rien analyser, sans rien prévoir, de déposer la charge mentale
et de rester dans la simplicité de l'instant. Cet instant, toujours frais, toujours jeune, comme une fleur éternellement jeune sur laquelle on peut se poser délicatement. Et chaque expiration approfondit la détente. Chaque expiration est une proposition réitérée de laisser, d'offrir, de lâcher. Et une fois la charge mentale lâchée, déposée, on se retrouve dans cet espace simple, sans rien à faire, auto-accompli, pleinement accompli de lui-même, où il n'y a plus de lutte. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de poids, il y a simplement l'être et sa plénitude. Et si des pensées vous distraient, aucun problème, dès que vous le reconnaissez, vous ramenez l'esprit au souffle, le papillon revient se poser sur sa fleur, et à chaque expire, de nouveau, vous entrez dans un laisser-être. L'expiration, c'est se dissoudre dans plus grand que soi, dans un espace plus vaste que soi. Et dans cet état, il n'y a pas seulement une paix intérieure, une plénitude de silence,
mais il y a aussi une confiance tranquille que quelque part, on a tout en nous-mêmes pour avancer, pour avancer avec le flow de la vie, avec justesse, avec discernement, moment après moment, naturellement. Et on peut de nouveau se détendre profondément dans cette confiance, dans cette certitude. Et alors que cette méditation se termine, nous allons prendre la résolution que après la méditation, dans la soirée, le lendemain et ainsi de suite, on ne revienne pas dans un fonctionnement mental projeté sur le futur, mais on garde cette confiance spacieuse que l'action va se proposer à nous-mêmes spontanément et qu'on peut donc lâcher l'anxiété, lâcher la charge. Et maintenant, nous allons rouvrir les yeux et nous retrouver ensemble.